ou des honorables députés, après la présentation du texte, comme ils l'ont fait la synthèse faite par, ou les deux synthèses faites par les vice-premiers et les ministres d'État, il y a toujours un débat général sans entrer dans le fond. L'avantage, c'est que ça éclaire la lanterne de tous les députés, puisque tous ne vont pas se retrouver en commission, mais en même temps, le peuple qui est intéressé par cette matière est informé de ce qui est en train d'être fait, et au gouvernement et à l'Assemblée nationale. Je vous donnerai raison un peu plus tard, si je constate qu'on commence à revenir sur les mêmes questions. Puisque là, j'ai noté que sur 6 intervenants, 4 déjà ont parlé d'opportunités. 3 ont parlé déjà, est-ce que c'est une simple loi peut modifier la loi organique? S'il y a encore quelqu'un qui vient avec des remarques comme ça, bien entendu, je lui dirais que le ministre a déjà pris note et que nous pouvons passer à autre chose. À un moment donné, vous allez remarquer qu'il n'y aura plus de questions à poser, malgré le fait qu'il me reste plus de 36 intervenants. À ce moment-là, on peut constater, nous tous, que l'essentiel a été dit et la plénière peut se prononcer en toute connaissance des causes. Je vous remercie, honorable Zondomio Alfred, dit par le groupe des jeunes députés magnifiques. Et donc, nous allons demander à l'honorable Hubert Furuguta, qui veut intervenir sur la réforme de la police, d'après ce qu'il a précisé dans son papier. Vous avez la parole. Merci, honorable président. Je vais avouer que, avec mes insuffisances intellectuelles, les débats qui sont tout le temps menés ici m'élèvent les niveaux et c'est important de vous écouter et de vous remercier, honorable député, vous qui intervenez régulièrement. Merci beaucoup. J'allais vous le dire hier, quand je suis rentré franchement, personnellement, j'ai reçu beaucoup de coups de fil. La population commence à découvrir, les intelligences sont en train d'émerger dans l'Assemblée nationale. Et c'est à l'occasion des exercices croisés comme ça que les Boris ont vu le jour à l'époque, les Sesanga, les Karalachibangu, les François Mwamba, les Boussa, on a eu des députés ici, Mayo, tout ça. Quand on intervient de façon intelligente, 2 ou 4 fois, la population a déjà retenu votre nom. Et votre réélection est à 50% assurée. C'est pourquoi vous devez lire. Vous devez lire, c'est le secret, je vous dis. Je connais comment ça se passe ici. Si je m'en demandais à Boris, il va vous dire. À Boulungu, après que j'en ai fait vedette ici, il nous a mené la vie dire à Boulungu, à Idiofa. Mais biso peut topika moi pende tozaki moi député Ndambo kuna na pas na bango. Merci. Donc vous avez la parole, honorable Hubert. Merci. Et relevez les débats s'il vous plaît. Merci, honorable président. Merci, honorable membre du bureau. Merci, honorable collègue député. Je soutiens très fort l'initiative du gouvernement et je crois que tout le monde sait que la République marche sur des lois et ces lois-là doivent être consistantes. C'est pour cela que nous devons aider à améliorer dans les commissions. Honorable président, je voulais rajouter des détails. Dans le cadre de la réforme de la police, que pensez-vous d'un policier qui a au camp de la police 12 enfants avec 2 épouses? Comment il peut être efficace? Pensez à ça. Quoi ça, 12 enfants et 2 épouses? Ça, j'ai vécu parce que moi, je circule beaucoup dans les camps. Mon général, qui est derrière le ministre, c'est que j'étais tout le temps... Moi, j'ajoute aussi, honorable Furuguta, sans vous couper la parole. Oui, honorable, j'écoute. 4 familles de policiers qui vivent dans une maison de 2 chambres. Ça donne quoi? Donc, voyez, la réforme, elle est importante. Merci beaucoup. Puisqu'on parle d'équipement, de construction, j'espère qu'on mettra les policiers et les militaires dans des conditions
humaine. Continue. Merci, honorable président. Parce que le général Abbas, quand il était à Goma, comme commissaire provincial, il sait que j'ai circulé beaucoup, il m'appuyait beaucoup. Il sait ce que je lui disais par rapport au social des policiers. Merci, mon général, vous m'avez beaucoup aidé. En 2015, lorsque j'étais dans une visite en Amérique du Sud, je crois, honorable président, vous vous souvenez, vous nous avez aidé en 2015. Vous avez été où? En Amérique du Sud. Quand vous nous avez aidé comme jeune candidat, vous avez voulu que nous ayons l'expérience en circulant. On était en Amérique du Sud, vous vous souvenez? Oui, oui. Merci beaucoup. Je confirme. Merci beaucoup. Et à l'époque, j'ai circulé dans les camps policiers. Et je découvre quoi? Il y a des contrats de la police avec l'État. Un policier ou un militaire doit faire 10 ans de service sans avoir de dépendants pour qu'il soit efficace. Vivre exclusivement au camp et sortir une seule fois par mois pour aller visiter la famille afin de faire des débriefings. Est-ce que ça ne peut pas être un modèle chez nous pour rendre efficace notre police? Et l'armée peut prendre l'exemple, honorable président. Et la protection du patrimoine de la police. Honorable président, aujourd'hui les camps militaires et les camps de police sont en train d'être vendus aux étrangers. Oui. Pendant que l'État congolais a besoin des espaces pour construire des habitations et les logements des policiers et des militaires. Et nous continuons à recruter. Et nous continuons à dire que nous avons besoin de leur logement. Nous vendons encore les espaces où ils doivent être logés. Les espaces réservés aux camps militaires et aux camps des policiers. Protection des patrimoines, monsieur le ministre. Vous avez fini? Nous prions, je vais terminer en priant au gouvernement de penser au nettoyage de la police actuelle en fonction, renforcer les structures de contrôle du traitement des policiers. Parce que les policiers aujourd'hui achètent leur tenue, achètent leurs équipements auprès de leurs chefs. J'ai des preuves. On veut me le refuser, je les démontre. Et le ministre a découvert et a commencé à sanctionner, je crois que vous avez vu. Je propose, honorable président, qu'en réformant notre police, nous donnions un peu plus de la valeur à la protection de nos éléments. Ils sont déjà pauvres, ils sont insuffisamment payés, même si nous sommes en train d'y penser, et encore leur demander d'acheter leurs équipements. J'ai beaucoup à dire là-dessus. Mais la confiance de la police envers le gouvernement et envers le peuple, c'est son traitement et le respect de ses droits. Je me limite là-bas, j'ai beaucoup à dire. 3 minutes, ça ne va pas suffire. Je promets de venir avec une documentation de 16 pages pour vous aider à intégrer dans votre travail, monsieur le ministre. Merci, honorable président. Merci, honorable député. Merci, honorable Forougouta Hubert, pour votre intervention. Et ce qu'il a dit là, ce n'est pas à prendre à la légère, hein, puisque même les militaires, comme les policiers, il y en a qui achètent même des revolvers auprès des autres militaires ou des autres officiers. Même les munitions. Ce n'est pas normal. Donc je crois que dans le cas de cette réforme, les policiers doivent se sentir maintenant à l'aise. Il est au service de la nation, mais il ne faut pas que ce soit lui encore, avec son maigre salaire, qui puisse se doter d'équipements et de tenues. Ce n'est pas acceptable. Merci. Honorable Godin Poyi, vous avez la parole. Oui, il est pasteur, c'est le pasteur Godin Poyi. Vous avez la parole, honorable Godin. Sincèrement, merci, honorable président, pour la parole. Honorable président, distingués membres du bureau, honorable député, chers collègues, j'ai fait mien tous les soucis juridiques relevés par mes prédécesseurs par rapport à loi portant organisation et fonctionnement d'un parquet financier en République démocratique du Congo. Je félicite au même moment les vice-premiers ministres en charge de l'Intérieur ainsi que les ministères de justice. Je tenais à prendre part à cette plénière parce que j'avais quelques petites informations à partager avec vous par rapport au fonctionnement d'un parquet financier. Si je ne me trompe pas, apparemment, nous pensions que c'était un parquet ordinaire. Mais en faisant les balisages historiques, vous verrez que le parquet financier fait son apparition en France en 2014. Donc il s'agit d'une nouvelle matière que nous ne devons pas chercher à diluer dans les droits classiques.
Je suis totalement d'accord avec le collègue Boris lorsqu'il disait qu'il y a des États d'Afrique qui font fonctionner des pôles de lutte contre la fraude dans leurs juridictions classiques. Oui, c'est le cas du Burkina Faso, du Cameroun, mais ça n'a pas marché tout simplement parce que lorsque ces structures fonctionnent sous forme de pôles, elles ne savent pas s'émanciper du catalogue de leur hiérarchie. Et c'est cela la spécialité d'un parquet financier. Je voudrais apporter ma modeste contribution à l'étape actuelle du débat, parce que si j'avais bien compris, certains de mes prédécesseurs qui m'ont fait la fierté d'appartenir à cette assemblée, parce que lorsque je vous écoute, vous avez une intelligence qui étonne même les anges. Et donc, non, je suis fier de vous, chers collègues. Je suis fier de vous. Alors, je voudrais insister ici sur la particularité d'un parquet financier. Les parquets financiers ne s'occupent pas de la délinquance économique et financière. Son particularisme, sa spécificité, c'est de s'occuper de la grande délinquance économique et financière. Ce sont des choses différentes. Donc les juridictions classiques vont continuer à faire leur travail. Et à ceux qui se disent qu'il y a une flopée, une foultitude de services de contrôle, je me suis inspiré de Clark Toffer, professeur de management public à Harvard. Il dit que lorsque vous voulez lutter sans concession contre la corruption, il faut éviter des monopoles de contrôle. C'est-à-dire, il conseille qu'on puisse multiplier les services de contrôle pourvu qu'ils soient efficaces. Sur le plan empirique, vous allez voir que le Hong Kong était dans la dèche comme nous, avec une super corruption. Ils ont multiplié les services de contrôle et aujourd'hui ça marche. Je voulais également partager avec vous, honorables députés, chers collègues, ma petite expérience de douanier avec plus de 30 ans de métier. À l'époque du maréchal Mobutu, lorsqu'il y avait beaucoup de services de contrôle, les douaniers tremblaient avant de poser certains actes parce qu'ils se disaient que je ne vais pas répondre à plusieurs convocations au même moment. Cela étant dit, je voudrais quand même rappeler au ministre d'État en charge de la justice qu'à l'article 5, où vous déclinez les infractions qui relèvent de la compétence de ces parquets, vous avez oublié une activité importante, en l'occurrence l'activité boursière. L'activité boursière. Ok. Nous avons tous suivi. Lors d'un conseil des ministres tenu à Kalemi, le gouvernement a décidé de faire fonctionner des marchés boursiers dans notre pays. Et c'est cela les parquets financiers. Et là où je voudrais encore demander à notre MINETA d'améliorer, c'est par rapport au seuil. Donc j'ai entendu les collègues qui disaient, mais pourquoi on ajoute les seuils aux infractions qui existent? C'est ça les parquets financiers. Nous avons l'avantage d'avoir un président qui est mieux introduit en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire fait fonctionner son parquet financier depuis 2017. Il y a même le Sénégal. Et ça marche. Mais là où je ne suis pas d'accord avec les MINETA, c'est que réduire les seuils à 100 000 $, je crois que les agents ou les magistrats de ces parquets seront débordés. Et je pense que ça, c'est l'Assemblée nationale qui doit s'inspirer notamment de l'expérience française et ivoirienne pour voir comment relever les seuils de manière à laisser les juridictions classiques avec leurs prérogatives et placer les parquets financiers dans sa spécificité.
J'ai un souci également à l'article 9, parce qu'on dit que les animateurs seront sélectionnés parmi les magistrats, mais c'est ça le problème. Nous fréquentons tous les cours et tribunaux. Les talons d'Achille de tous nos magistrats, c'est la comptabilité, c'est la fiscalité. Et donc, si nous voulons faire ça, on n'aura pas atteint les résultats. C'est ainsi que, au lieu de se limiter seulement dans des milliers judiciaires, il faut remplacer les judiciaires par les juridiques, parce qu'on peut trouver des compétences ailleurs. En réalité, les parquets financiers, il est entre les droits et l'économie, si vous voulez que ça marche. Et comme l'inspection des finances. Je voudrais également savoir quel sera le statut des juges assesseurs. Je suis totalement d'accord qu'ils seront puisés, notamment dans des régies financières. Quel sera leur statut? Ils vont cesser d'appartenir à leur régie d'origine? Ou bien ils viendront parce que ce sont des assesseurs? Donc, tout en faisant mien les soucis relevés par les brillants juristes qui sont passés avant moi, je pense que cette loi a sa place dans notre pays. Elle peut être déclarée recevable, mais à la seule condition que son toilettage ne soit pas seulement l'apanage de la PAJ, parce qu'il s'agit de matières éminemment économico-financières. Donc, les traitements devaient être effectués non seulement en syntonie, mais aussi en symphonie avec l'ECOFIN. Mais là aussi, il y a un souci. L'ECOFIN fonctionne en sureffectif. Je ne suis pas candidat à la participation. Je souhaiterais qu'on puisse prendre certains collègues de l'ECOFIN et surtout chercher également à écouter tous ceux qui luttent déjà contre la fraude dans ce pays. N'oublions pas que les parquets financiers, celui qui a amené l'idée chez nous, c'est notre ancien IGF, chef de service. Il n'aura pas de honte à les consulter, par exemple. Donc, honorable président, distingué membre du bureau, honorable député, chers collègues, ce sont ces peu de mots que je voulais partager avec vous. Merci pour votre aimable attention. Merci, honorable Godin Poyi. Merci beaucoup. Honorable Itina Mayamba Hermès. Ah, il est dans ce camp-là, oui. Azara Karabino Gouda, Namoni. Mais alors, vous vous êtes arrangé pour être le seul sur la liste, comment? C'est sans objet, honorable Itina. Non, il y a tout intérêt, honorable président, à avancer. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, la réforme de la police nationale congolaise est une nécessité urgente pour garantir la sécurité de nos citoyens et renforcer l'état des droits et promouvoir le développement durable. Ici, je voudrais commencer par saluer les efforts du gouvernement pour élaborer ces plans ambitieux. Et j'en profite pour saluer le VPM de l'Intérieur et les MINETA en charge de la justice qui sont venus participer à cet exercice très important. Cependant, il est de notre devoir en tant que représentants du peuple d'examiner ces projets de loi, honorable président. Et ici, parlant de la réforme de la police, je voudrais poser quelques petites questions en partant par une constatation, parce que lorsque j'ai lu l'axe stratégique 3, qui insiste sur la redevabilité et les partenariats entre la police et la population, cela m'a permis à soulever quelques petites questions, honorable président. Pourquoi? Parce que lorsque nous essayons de voir, d'observer la relation actuelle qui existe entre notre population et les éléments de la police, il existe malheureusement une méfiance totale. Et c'est pourquoi je salue cette initiative et cette loi de programmation qui viendra aider à ce que cette confiance soit rétablie. Et cela est dû à cause des arrestations arbitraires, des tracasseries, et récemment même, ce phénomène s'est amplifié avec l'avènement des Kabasele, comme les Quinois l'appellent. Les éléments de Alors, qui? les Kabasele, ce sont de nouveaux véhicules qui sont venus, qui ont amplifié Kabasele. les arrestations dans les rues de Kinshasa.
quelques questions en ce qui concerne ces partenariats et cette innovation que le ministre a apportée pour qu'il y ait ces dialogues entre la population et les policiers. C'est de savoir quels sont les indicateurs précis qui seront utilisés pour mesurer l'amélioration de la confiance du public envers la police et l'efficacité des mécanismes de dialogue mis en place. Comment les citoyens congolais seront-ils impliqués dans le processus d'évaluation de cette réforme? Là, c'est en ce qui concerne l'axe stratégique numéro 3, concernant la redevabilité et les partenariats police-population. Lorsque nous lisons l'article 10, qui prévoit qu'il y aura un rapport annuel du gouvernement sur l'exécution des projets budgétaires, ma question est de savoir si ce rapport sera rendu et fera l'objet d'un débat approfondi afin que nous puissions en assurer la transparence et la redevabilité. Pour ne pas aller le cacher dans le lot des choses jugées secrets de défense. Les documents mettent l'accent sur la formation des policiers, c'est nouveau. Comment s'assurer que ces formations sont non seulement techniques, mais aussi axées sur le respect des droits humains, de l'éthique professionnelle et la prévention de la corruption. Voilà, honorable président, les quelques questions que j'avais à poser au VPM en charge de l'intérieur. Je vous remercie pour votre attention. Merci, honorable Itina Hermès. Vous avez été très clair. Merci beaucoup. Honorable Sakata, je l'ai vu ici, sur l'écran. Mais moi, je vous vois vous tous à partir d'ici. Nazo surveille. Honorable Sakata, vous avez la parole. Bah, petit Bazo Seko Abilwa Sakata, ça va? Ça sera programmé la semaine prochaine. Yango appelle ça gouvernement pour passer à l'ango président. Honorable président, merci beaucoup pour la parole. J'espère que j'aurai les bénéfices de minutes dus à ceux qui parlent pour les deux lois. Je voudrais remercier et apprécier les interventions de deux ministres de notre gouvernement qui sont intervenus. Je voudrais commencer par le ministre d'État, ministre de la Justice, pour dire que l'étape où nous sommes, honorable président, nous sommes à l'étape de recevabilité de la loi. Et la recevabilité de la loi, conformément à notre règlement, ne concerne pas le fond de la loi. Elle devait en principe se limiter à vérifier si la loi le projet de loi dont il est question ou la proposition de loi dont il est question a un fondement dans la Constitution d'une part et est opportune. La question que l'on peut se demander maintenant, est-ce que le projet de loi proposé par le ministre d'État et le ministre de la Justice trouve un soubassement dans la Constitution? Je réponds par oui, et conformément à l'article 149, alinéa 6. La Constitution lui donne le droit de proposer une loi sur des juridictions spécialisées. Si je le dis, honorable président, c'est parce que moi j'aime être le député au milieu du village, l'intervenant au milieu du village. Un intervenant au milieu du village ne veut pas dire que c'est lui qui fait le consensus. C'est celui qui se rapproche de ce qui est juste et correct. Et ici, le caractère juste et correct, c'est de se rapprocher de la Constitution d'une part, des lois de la République d'autre part, ainsi que de notre règlement intérieur. Au regard de la Constitution et de notre règlement intérieur, le projet de loi proposé par le ministre d'État et le ministre de la Justice est conforme à la Constitution. Dès lors, il n'y a aucun handicap que l'on déclare cette proposition de loi recevable. Par contre,
Nous allons voir au niveau de la commission quels sont les éléments de fond qui font défaut. S'agit-il d'une loi ordinaire, d'une loi organique? S'agit-il d'un parquet, de ceci ou de cela? Doit-on omettre le parquet dans l'intitulé? Ça, ce sont des questions de fond. Mais au stade actuel, je pense qu'il n'y a point de problème de recevabilité au regard de ce que je viens de dire tout à l'heure. Donc je répète que pour moi, en ce qui me concerne, cette loi devrait être déclarée recevable pour ce motif-là. L'opportunité y est parce que nous tous, conformément au discours du chef de l'État, nous devons combattre la corruption et les malversations financières. Là, c'est donc un caractère opportun. L'honorable Boris a si bien dit des choses, mais pour moi, cela va relever des travaux qui vont avoir lieu au niveau de la commission. En ce qui concerne le vice-premier ministre et ministre de la Justice, de l'Intérieur, je voudrais noter que dans son projet de loi, premièrement, je note, je l'ai laissé là-bas, que la présentation, sous forme papier, va être perfectible, mais je note quand même quelques éléments qui manquent, tout en retenant que ça sera recevable. Vous ne parlez pas de problème de brouillage de nos aéronefs dans votre projet de loi. Vous savez que nos aéronefs ont été brouillés par les ennemis de la République démocratique du Congo. Mais dans votre programmation, vous n'insérez pas cet élément. Vous ne parlez pas de l'intelligence artificielle, le budget prévu. Mais vous commencez à vous contredire vous-même, hein, apparemment. Ça sera pour compléter. Ce sont les éléments de complément, honorable président. Permettez que je termine, honorable président, ça sera pour compléter. Honorable Sakata, je crois que vous devez rester au milieu du village. De la même façon que vous êtes posé deux questions seulement. Pour le parquet général, est-ce qu'il y a un fondement dans la Constitution? Vous avez dit oui. Très bien. Est-ce que c'est opportun? Vous avez dit c'est oui. Mais les questions de fond, les questions de chevauchement avec d'autres institutions, ce qui a élagué, ce qui a ajouté, ça sera au sein de la commission et ça va nous revenir ici en plénière qui est souveraine. Vous devriez donc vous poser la même question pour savoir est-ce que la loi de programmation de la police est-elle nécessaire à ce moment? Trouve-t-elle un fondement dans la Constitution ou pas? Est-ce que c'est opportun ou pas? Nous disons oui. Alors là, vous nous épargnez maintenant de profiter pour donner vos remarques. Sinon, je vais laisser passer tout le monde dire ce qu'il a à dire. Ok, honorable président, vous avez totalement raison. Tellement j'aime la loi sur la programmation parce que ça intéresse notre peuple que je voulais nécessairement ajouter les éléments dont ceux auxquels je fais référence, y compris la police de proximité et le spoofing. Dans tous les cas, les deux lois sont selon moi recevables. Voilà, je vous remercie. Vous avez déjà bien parlé. Voilà. Mais comme Osaka, moi, vraiment, pour convaincre le Sakata, même quand vous êtes à deux, c'est tout un problème. Vous avez déjà bien parlé. Vous nous dites ici, c'est la recevabilité. Pour la recevabilité, il y a deux choses. Est-ce qu'il y a un fondement juridique ou dans la Constitution? Deux, est-ce que c'est opportun? Ça vient ajouter, ça vient organiser quelque chose dans la société. Et on se limite là. Mais vous nous avez facilité la tâche. Maintenant, vous me renvoyez la parole et vous allez vous asseoir. Puis, si on dit commentaire à notre police, je vais ceci, je vais cela, il faut le baron de la commission, le quoi va tenir. Honorable président, je concède, comme vous pensez que je ne concède jamais, cette fois je concède. Merci, honorable président. Merci pour la concession. Merci, honorable Sakata, pour la concession. Et je vous... Merci beaucoup. Honorable député et chers collègues, je sais qu'au-delà d'intervention, il y a une question de visibilité. Il y a des députés qui disent oui, dans ma circonscription, moi jamais vu intervenir. Il y en a qui se disent aussi oui, je vais intervenir parce que j'ai déjà promis aux gens beaucoup de la télévision. Je ne dis pas vous, mais qui se sentent mauvais qui se mouchent. Alors, donc, je voudrais vraiment
que la plénière, il est 18h, que la plénière se pose la question. Par rapport à puisque quand Zondomio est intervenu, ça avait une autre forme. Mais maintenant, l'honorable Sakata nous dit, à ce stade-ci, nous ne sommes pas dans les questions de fond. Toutes les questions soulevées par notamment Boris Mboukou, je crois 3 ou 4 personnes, c'est qui d'autre? Godem Poyi, tout le monde, sont des questions qui feront objet de discussions au sein de la commission et on va nous ramener un projet toiletté. Ce qui est vrai est que les dossiers maintenant nous appartiennent. C'est plus les dossiers. Quand nous allons en juger la recevabilité, ça ne sera plus le dossier du gouvernement. Ça sera le dossier de l'Assemblée nationale qui va les traiter conformément à la Constitution, aux lois du pays et à notre règlement intérieur. Est-ce que vraiment nous devons faire passer encore 40 personnes pour écouter la même chose? Honorable Méchac, vous avez à dire. Honorable Méchac. Oui, oui. Non, non, attends. Oui, la liste est là, mais c'est pourquoi je pose la question. Maintenant, asseyez-vous, honorable Abdallah. Honorable Abdallah, asseyez-vous. Je sais qu'il y a une liste ici, des gens importants, pas des moindres, mais ce que nous sommes en train de dire, c'est savoir, est-ce que nous entrons dans le fond ou nous considérons que ces deux projets sont utiles et ont un fondement juridique attesté dans la Constitution. Et à ce moment-là, on passe à l'étape suivante. Mais vous êtes souverain en tant que plénière. Vous dites, Monsieur le Président, non, nous continuons jusqu'à 4 h du matin. Il n'y a pas de problème. Mais honorable Méchac, vous avez la parole. Merci beaucoup, honorable Président. N'oubliez pas que vous venez d'avoir votre doctorat à thèse maintenant, vous n'allez pas nous faire reculer. C'est pourquoi j'ai émis le vœu d'intervenir, parce que la question de la police m'intéresse. Merci. Honorable Président, merci pour la parole une fois de plus. Honorable membre du bureau, honorable député et très chers collègues. J'interviens pour apporter ma contribution à l'amélioration de ces deux projets de loi. Je commence par féliciter leur Excellence, le VPM ainsi que le MINETA, parce qu'ils ont eu le courage de réfléchir sur les domaines dans lesquels ils ont compétence au travers les attributions leur confiées par l'ordonnance qui organise la collaboration entre le gouvernement ainsi que le président de la République. Honorable Président, le projet de loi portant programmation de la mise en œuvre de la réforme de la police nationale congolaise. Je pense que c'est une continuité. En 2011, avec l'avènement de la loi sur la police nationale congolaise, la police judiciaire des parquets a été détachée. Quand nous avons analysé les budgets 2025, il y avait une ligne budgétaire qui était affectée jadis à la police judiciaire des parquets qui a été insérée dans la police nationale. Je me pose la question parce qu'il s'agit d'un dialogue entre policiers et policiers. C'est un conflit que nous vivons au quotidien. Parfois, vous avez vu Nkoyi réclamer l'inspecteur Antoine Boyao ici. Entre autres, si vous suivez bien, c'est le même problème de cette réforme. On s'est dit dans la répartition ici, est-ce la police judiciaire des parquets qui a été déjà détachée selon la loi de 2011, sera-t-il prise en compte par cette loi de programmation? Si oui, que le VPM nous explique un peu pour que nous ayons les éléments de langage au travers les questions que nous recevons de part et d'autre. Deuxièmement, c'est concernant la formation des policiers. Il n'y a pas 2 semaines, dans le cadre de notre commission PAJ, le programme PARP 3 a organisé un atelier sur la loi de mise en œuvre ici. La question de mise en place des institutions de formation était soulevée.
Dans la loi ici, je pense qu'on a pris en compte 6 provinces. Alors que l'idéal, c'est d'avoir une école de formation dans chaque province. Cela va aider aussi l'implication de nous, élus. À chaque fois que nous arrivons, nous recevons les doléances de la police. On sait comment apporter acquis des droits. Si vous prenez 6 et le 20 autres provinces, vous les laissez pourquoi? Donc il faudrait aussi que le VPM puisse regarder comment il faudrait, parce que le budget, l'argent est là, nous allons voter parce que c'est une loi importante, mais il faudrait élargir le champ pour permettre à ce que toutes les provinces bénéficient quand même de cette loi. Concernant le projet de loi portant la création d'une juridiction et parquet financier, je pense que la plupart des intervenants ici, les collègues, ils sont revenus sur les mêmes questions et comme nous sommes à la PAJ, on doit y revenir pour enrichir ou tirer d'autres conséquences s'il faudrait. Alors, la question fondamentale que le ministre d'État peut noter, c'est concernant les corps des officiers et agents de police judiciaire. J'ai analysé cette question dans le cadre de mes recherches. Toutes les personnes énumérées ici ont un statut juridique et judiciaire particulier. Ils sont fonctionnaires régis de par la loi qui organise la fonction publique. Ils ont un statut judiciaire de par les lois qui créent les institutions. Il faudrait également, lorsque nous allons échanger, que l'on nous vienne avec les éléments probants pour essayer de clarifier. Parce que si vous prenez un OPJ de la CNRF, vous l'envoyez au parquet, il n'est pas magistrat, vous l'envoyez au parquet. Alors là où il était déjà OPJ, bénéficiaire d'un serment, parce que c'est ce que dit la loi, l'article 12 de la loi qui organise la CNRF. Donc, au-delà de tout ce qui a été dit, je suggère à ce que leurs excellences puissent apporter aussi des éclaircissements au travers de quelques amendements. Le reste, nous sommes disposés à échanger ensemble avec eux au niveau de la commission où nous faisons partie. Je dis et je vous remercie. Merci, mes chers, de m'avoir menti, puisque je croyais que vous veniez pour vous prononcer par rapport à la proposition de Sakata. Mais je vais donner la parole à 2 personnes et puis on va revenir à la proposition de l'honorable Sakata que je trouve très intéressante. Donc je donne la parole à Joseph Nkoyi et Abdallah Penembaka. Et puis on va prendre encore une pause pour revenir sur Sakata. Mais vous connaissez bien cette matière, vous avez besoin d'intervenir. Docteur, vous êtes médecin, vous allez faire quoi dans cette histoire? Mbongani, vous êtes médecin, vous voulez faire quoi dans l'affaire ici? Bon, ça va, on va voir, on va examiner. Nkoyi, l'honorable Joseph Nkoyi, où? Il est allé dormir. Il est de votre cas là-bas. Mais vous êtes là, les jeunes mariés. Et il dormait. À l'autre Nkoyi est parti dormir. Voilà, ça c'est l'Nkoyi national. Lui, ça c'est Joseph Nkoyi. Vous êtes marié, non? Il y a 1 mois, non? Un mois et 2 semaines, Monsieur le Président. 1 mois et 2 semaines. Oui, oui. Mais vous devez rester à la maison, consommer d'abord le mariage. Il fallait qu'on lui donne un congé pour consommer le mariage. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je sais qu'il y aura des implications. Pendant les vacances parlementaires, on vous donnera une petite dotation pour consommer le mariage. Je suis le plus heureux, Monsieur le Merci. Président. Merci. Il a été bien conseillé par qui? Le vieux Mbosso, ok, ça va, on va l'envoyer, c'est vieux Mbosso pour sa professionnalisation. Alors vous avez la parole. Bien, merci beaucoup, Honorable Président, pour la parole. Honorable Président, honorable membre du bureau, distingués collègues députés, peut-être que j'ai, à l'instar d'autres collègues qui y ont exprimé les vœux de déclarer à ce niveau recevable des initiatives,
Je vais tout de même comme eux dire que, Monsieur le Président, il y a un besoin et ces deux initiatives viennent combler ces besoins nationaux. Et donc, à ce niveau, nous pouvons clôturer les débats. Ça permettrait de gagner en temps et surtout en énergie pour permettre à ce que toutes les questions des fonds qui devront être débattues au niveau de différentes commissions soient faites à ce niveau-là. Et je pense que l'essentiel sera fait. Mais avant de terminer, je voudrais rappeler quelques éléments à l'attention de Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice, parce que lorsque j'ai fait lecture de l'exposé des motifs de l'initiative portée par lui devant notre Chambre, il a relevé quelques éléments majeurs qui traduisent l'idée, sinon la philosophie, qui traduit l'intérêt de la mise en place de cette initiative. Il a notamment évoqué la question de la transparence des finances publiques. J'aimerais rappeler ceci, honorable Président, que la transparence des finances publiques ne réside pas seulement dans la mise en place d'une juridiction, mais plus dans le respect de la législation à la matière, surtout le respect de la chaîne des dépenses. Aussi, il a évoqué la question de l'amélioration de l'image de notre pays. Monsieur le Président, à ce niveau, peut-être pour terminer, nous tous, acteurs politiques, nous allons contribuer efficacement à laver l'image de notre pays lorsque chacun de nous, en ce qui les concerne, prendra conscience de la responsabilité qui est la nôtre. Prendra conscience que lorsque on gère les finances publiques, lorsqu'on gère les affaires d'État, les finances publiques constituent ces biens-là qui doivent être touchés avec les mains tremblantes. Merci, Monsieur le Président. Merci, honorable Joseph Koye. Honorable Abdallah Penembaka, sans objet. Oui, honorable Abdallah, vous avez la parole. Merci beaucoup, honorable Président. Monsieur le gouverneur. Merci, honorable Président. Quand on me rappelle ça, je préfère ne pas commenter. Merci beaucoup, honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député, distingués collègues. Je commence par ma conclusion. La loi sur la programmation, elle est opportune. La loi portant organisation, fonctionnement et compétences, elle est inopportune. Je vais justifier mon argument. Honorable Président, en ce qui concerne la loi de la programmation, vous allez comprendre aujourd'hui, si vous faites le tour de nos villes, de nos chefferies, qu'il y a effectivement besoin en effectif de policiers. C'est vraiment important. Et d'ailleurs, à l'Est, vous allez constater avec moi, ce sont les policiers de différentes rébellions qui ont sévi l'Est, qui continuent encore à rester à l'Est. Et si le ministre est venu solliciter cet appui financier, c'est opportun. Mais ma crainte est laquelle? Il y a de cela quelques temps, dans la même assemblée, on a donné à son collègue de la défense la loi sur la programmation, ainsi de suite. Mais ça marque les pas. Aucune évolution. Les mêmes plaintes continuent. D'ailleurs, vous pouvez encore vous rappeler de l'introduction du ministre, du VPM lui-même. Il a déploré
que les moyens ne sont pas suffisants. Maintenant, nous amenons cette loi. Est-ce que les ministres nous rassurent aujourd'hui que les moyens suffisants seront mobilisés? Parce que le besoin en policiers se pose effectivement. Et quant à moi, de poser une autre question au ministre. La dernière fois que vous avez à nommer ou recruter les policiers, à les promouvoir, en termes de grade bien sûr, parce que dans l'armée c'est presque toutes les semaines et tous les mois qu'il y a des promotions, mais dans l'armée il y a stagnation. Il ne faut pas oublier qu'il y a de ces policiers qu'on a recrutés dans nos villages respectifs, certains n'ont jamais connu de formation. Et ce sont ceux-là qui sont appelés à nous sécuriser. Voilà, la dernière fois que vous avez à recruter, promouvoir, ça date de cas. Et la prochaine promotion arrivera quand? Je me rappelle, l'honorable président, tous mes gardes-corps policiers, ils avaient déjà fait plus de 10 ans sans grade. Nous avons fait des propositions et nous sommes partis. Aujourd'hui, plus de 5 ans, ils n'ont jamais reçu de nomination. Et c'est ça la police, comment elle semble fonctionner dans notre pays. L'équipement de la police, c'est très très important. Voilà. Donc cette loi de programmation, honorable président, elle est importante. Mais que le ministre nous rassure, où allons-nous trouver ces moyens pour que cette fois-ci, qu'on ne revienne pas avec les mêmes plaintes. On va nous dire ici que nous, c'est l'Assemblée qui est l'autorité budgétaire. Oui, mais toutes les fois que nous avons eu à adopter les lois ici, lorsqu'on revient avec la reddition des comptes, ce sont des budgets toujours déficitaires. Mais pour des raisons politiques, on n'arrive pas à les qualifier comme état de budget déficitaire. En ce qui concerne la loi portant organisation, fonctionnement, compétence, je l'ai dit, c'est inopportun. Je suis d'une famille politique et je préfère m'assumer du haut de cette tribune. Le président a dit dernièrement qu'à la présidence, c'est plein de quoi? Des commissions, n'est-ce pas? Toutes ces commissions devenues budgétivores qui ne travaillent pas. Alors que nous attendons à ce que l'évaluation de cette commission, de toutes ces commissions, soit faite au niveau du gouvernement. Toutes ces commissions soient faites. Alfred, maîtrise-toi, je sais que tu es motivé. Maîtrise-toi. Tu es motivé, jeune frère. Voilà. Toutes ces commissions-là qui fonctionnent à la présidence, nous on s'attendait à ce qu'on puisse les évaluer pour voir qu'est-ce qu'on peut encore créer. Des institutions pour les contrôles, ça existe, honorable président. L'IGF, je ne sais pas si je peux dire tristement célèbre ou ainsi de suite. L'IGF existe, n'est-ce pas? Sénaref existe. Et tout, voilà. Et la Cour des comptes existe. Il y a beaucoup d'institutions. Le problème, ce n'est pas celui des textes, c'est peut-être celui d'hommes, les hommes qui les animent, honorable président. Quittons un peu de ce coin de vue-là, de ces côtés, et peut-être on fera bon usage. Mais avant que je ne termine, honorable président, il y a un collègue qui est passé ici, il a parlé des tribunaux de paix. Sur 145 territoires, dans combien de territoires ces tribunaux fonctionnent? C'est à peine une cinquantaine. Dans beaucoup de territoires, ces tribunaux ne fonctionnent pas. Et tous ces magistrats qu'on a nommés, ils sont ici à Kinshasa. Ils sont à Kinshasa ici. Ils ne veulent pas répondre. Et maintenant, le ministre veut nous faire recruter. Je ne dirais pas des frères ou des militants, ça je n'ai pas dit. Peut-être vous allez commenter, ça c'est à vous. On va encore recruter des gens qui vont rester à Kinshasa. Moi, je veux plutôt plaider, honorable président, pour qu'on réhabilite les tribunaux coutumiers. Je vais prendre un exemple. Dans la province de l'Ituri, nous n'avons que 2 tribunaux de paix qui fonctionnent, avec un tribunal de grande instance, pour une population estimée à 15 millions d'habitants. La justice, elle est morte. Et je veux prendre le territoire d'Ndjougou qui a autour de 3 à 4 millions, aucun tribunal ne fonctionne. Comment vous ne voulez pas que les gens se rendent compte, ces règles des comptes? Au lieu que les ministres puissent penser à installer un tribunal de paix ou des tribunaux de paix dans ces contrées-là, le ministre veut créer encore quelque chose. Non, je crois, honorable président, je vais atterrir par là en disant que cette loi reste inopportune, mais si c'est un projet complétant et modifiant les lois qui existent, ce projet-là sera le bienvenu. J'ai dit et je vous remercie. Merci, honorable Abdallah. Mais ce qu'il a dit à la fin n'est pas très fort, hein, puisque les magistrats qui avaient été recrutés
avec pompe, ils sont pour la plupart à Kinshasa. Et même à l'intérieur de Kinshasa, il y en a qui refusent d'aller à Kinkole. Tous sont au niveau de la Gombe et ils se marchent dessus. Et donc, il y a aussi des liens de famille. Et tout ça, ça tue le corps judiciaire. Donc, c'est tout un problème. Le problème, il est profond. Réforme et assainissement au niveau des mœurs et des personnes. C'est très sérieux. Mais cela n'empêche que, après l'intervention de Mbindoulé qui m'a brandi un document. Vous avez un document de police? Non, Michik, vous venez d'où? Je croyais que vous aviez déjà quitté l'Assemblée nationale. Vous participez à des réunions de presse en Europe, en usurpant le pouvoir de l'Assemblée, dit au nom de l'Assemblée, je suis le roi, je ne sais pas de quel coin, il participe à la réunion. Le ministre de l'Intérieur ne vous reconnaît pas comme chef. Non, non, tu es de Kinshasa ici. Nous avons ensemble milité à l'époque comme président et vice-président de la Ligue des jeunes de Lissoral. Tu as oublié? Tu confirmes, voilà. Donc tu n'étais pas chef à ce moment-là. Bidoulé, vous avez la parole. Merci, honorable président, pour la parole m'accordée. Honorable président, mon intervention... Attendez un instant, Bidoulé. Dis, honorable Abdallah, vous avez une voix qui porte très loin. Vous êtes intervenu, les gens vous félicitent, ça va, mais il faut écouter aussi l'honorable Bidoulé. Vous avez la parole, honorable. Merci, honorable président. Mon intervention porte sur le projet de loi portant programmation de la mise en œuvre de la réforme de la police nationale. Honorable président, ce projet ici, où cette loi est opportune, il faut la recevoir parce que tout simplement, nous avons besoin d'avoir une police professionnelle. Et pour avoir une police professionnelle, il nous faut des moyens. Et c'est cette loi qui va nous permettre d'avoir ces moyens. Mais, honorable président, dans ce projet, il y a un petit problème, un petit souci, à ce qui concerne le recrutement. On parle qu'on va recruter 21 000 policiers qui seront formés pendant 4 mois. Honorable président, c'est anormal. Pour former un policier, il faut au minimum 12 mois de formation pour un policier de rang. Au minimum 12 mois. Si vous faites 4 mois de formation, ce policier constituera un danger public à la population. Parce qu'il sera mal formé, parce qu'il ne connaîtra pas les droits, parce qu'il faut le former en droits humains, ainsi de suite. Donc, moi je plaide qu'on puisse changer, peut-être c'est une erreur qui s'est glissée. On doit former les 21 000 policiers, la formation rapide de 12 mois. 12 mois, pas 4 mois. Bon, c'est noté, honorable. Oui. Il y a autre chose? Et, honorable président, je n'ai que cette observation. Merci dans ce projet, et je pense que le projet est vraiment louable. Il y a seulement des erreurs de forme qu'on va corriger à commission, mais je pense que nous devons soutenir cette loi de programmation. J'ai dit, je remercie. Merci, honorable Mbindoulé. Honorable député et chers collègues, nous revenons à la proposition de l'honorable Sakata. Puisque nous sommes en train de glisser dangereusement vers les débats de fond. Nous sommes en train de glisser vers les débats de fond. Et quand je vais vous dire que la commission est sans objet, on a d'autres article par article, vous allez dire que le président de l'Assemblée a violé le règlement intérieur. Mais vous, quand vous intervenez, vous ne respectez pas le fait qu'ici, nous sommes en train de juger de la recevabilité ou pas des projets de loi sous examen. Voilà.
l'honorable Sakata a posé des questions simples. Est-ce que ces deux projets ont un fondement juridique confirmé, attesté dans la Constitution ou bien dans une autre loi organique? Oui. Est-ce qu'elles sont, ces lois-là ou ces projets sont opportuns? Oui. Maintenant, le fond, ce que vous oubliez, c'est que l'Assemblée nationale peut juger un projet recevable et après examen en commission, rejeté. Mais comment vous allez rejeter quelque chose que vous n'avez pas encore examiné en profondeur? Ce n'est pas en épuisant le nombre qui reste ici d'intervenants que vous allez arriver au rejet ou je ne sais pas quoi. Non, honorable, j'entends, honorable Ngondako, vous devriez me faciliter la tâche, quand même. Donc vous voulez que 40 personnes passent encore ici devant nous. Mais ce n'est pas possible. Honorable Ngondako, si c'est pour nous aider, vous avez la parole. Mais quand vous prenez le papier comme ça, si c'est une intervention, ah, c'est la Constitution. Allez-y. Honorable Président, je vous remercie de la parole. J'interviens par motion de procédure qui concerne la manière dont les débats sont conduits. C'est d'ailleurs un point prévu dans notre règlement intérieur. La fois passée, Honorable Président, je suis venu ici intervenir sur la même procédure, mais concernant le vote des lois. Aujourd'hui, je voudrais intervenir sur cette phase de la discussion des projets ou des propositions de loi, et je voudrais rappeler à l'intention des collègues députés nationaux l'article 158 de notre règlement intérieur. Cet article, permettez-moi vraiment de le lire, Honorable Président. La discussion des projets et propositions de loi comporte un débat général et un examen article par article. Les deux parties. Le débat général, lui, s'engage après présentation de l'économie du texte par l'auteur du projet ou de la proposition de loi sous examen. Première hypothèse, soit directement en plénière. Deuxième hypothèse, soit au sein de la commission saisie du texte par l'Assemblée nationale. Il y a deux options. Après la présentation du texte, ou bien on engage le débat immédiatement, ou on l'envoie directement à la commission sans débat. Le débat général se termine, première hypothèse, soit par la recevabilité du texte proposé, suivi de son examen article par article et de son adoption plénière. Deuxième hypothèse, soit par son envoi à la commission. Troisième hypothèse, soit encore par son adoption par l'Assemblée plénière. Ça veut dire, Honorable Président, qu'après la présentation par l'auteur du projet de la proposition de loi, si nous engageons le débat, ça signifie que nous devons terminer ce débat-là par un vote de recevabilité, suivi par un vote article par article. Or, les deux projets de loi qui nous ont été présentés sont tellement techniques, sont tellement importants, soulèvent tellement de problèmes que nous ne pouvons pas nous prononcer en plénière comme ça. Ce sont les deux projets de loi qui méritent d'être renvoyés directement aux différentes commissions compétentes qui vont examiner et les questions de recevabilité et de fond et venir faire des propositions à la plénière pour se prononcer. Je pense que, je propose que ces propositions, ces projets de loi soient envoyés à la commission et nous allons éclairer la plénière aussi bien sur la question de la recevabilité et du fond. Je vous remercie. Non, si nous votons la recevabilité, c'est la clôture du débat général. Nous sommes obligés d'adopter article par article. Oui. L'honorable Ngondankoy, c'est pour rien que j'ai tout à l'heure haussé le ton vis-à-vis de votre aimable personne alors que vous veniez me soutenir. Oui, j'ai bien lu les règlements intérieurs. Si les députés veulent que
tous ces gens interviennent alors que vous tous, vous intervenez, en tout cas sauf des exceptions près, sur le fond. Ça signifie que par la suite, nous devons adopter article par article, on termine avec ces 2 projets de loi. Ou alors après ces débats généraux, qui n'a pas été général d'ailleurs du tout à 100%, qui a touché les questions de fond, on estime qu'on va aller approfondir la matière en commission conformément à l'article 158. Alors, est-ce que la plénière peut se prononcer sur ça? Qui sont pour? Pardon? J'ai dit qui sont pour la recevabilité pour envoyer en commission? Ah, donc vous voulez... Oui. Merci. Qui sont contre? Mais personne n'est contre. Qui s'abstiennent? Une personne qui se met à la place de Bouchon aujourd'hui. Bon, donc, nous jugeons les 2 projets de loi recevables et seront envoyés en commission. Tout député qui a un enrichissement à apporter va le faire. Ouais. Mais... Pardon? Abdallah Penembaka. Abdallah, vous allez parler, mais on a déjà adopté. On a déjà voté. Pardon? Honorable Président, merci encore une fois pour la parole. Chers collègues, ce n'est pas pour remettre peut-être en question le résultat du vote, mais nous devons apprendre à respecter un peu la procédure, c'est important. À respecter quoi? La procédure. Le 2 textes de loi, excusez-moi, honorable président. Abdallah. Excusez-moi, honorable président. Un instant, vous allez parler. Vous dites vous-même que la plénière est souveraine. On a respecté la plénière. La plénière se prononce. C'est à vous de respecter maintenant la plénière. C'est ça la démocratie. Ou alors vous voulez qu'on perde du temps ici? Est-ce que vous avez vu les tableaux de propositions de loi et de projets de loi que nous devons adopter au cours de cette session de mars? Plus de 35. On va le faire comment si chaque jour on doit avoir 50 intervenants? On le fait comment? Et il faut donner à la commission au moins 10 jours. On va le faire comment? Alors il faut tenir compte de ça, puisque nous en tant que responsables de l'institution et de police de débat, nous considérons que le facteur temps est important. Et qu'après autant d'intervenants, tout le monde a compris de quoi il s'agit. Je sais que chacun voudrait que sa position soit retenue. Et je sais qu'il y a 2 ou 3 personnes, y compris Abdallah, qui ont dit que c'était sans objet, ce n'était pas opportun de créer des partis financiers. J'ai noté ça. Mais alors, allez faire valoir ça en commission. Maintenant, terminez votre intervention. Oui, merci beaucoup, honorable président. Je l'ai dit dans mon introduction, ce n'était pas pour remettre en cause le résultat des votes. La plénière est souveraine. Elle restera toujours souveraine. Ce n'est pas à moi, votre serviteur Abdallah, ce n'est pas à moi qui revient ce rôle-là de venir remettre en question le résultat des votes. Mais honorable président, dans la procédure, ce sont 2 textes différents. On devrait se prononcer séparément. Ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément, ceux-là qui ont exposé les textes, honorable président, souffrons qu'ils viennent quand même répondre et rencontrer certaines préoccupations. Parce que la plénière, c'est pour des raisons aussi purement pédagogiques. En sortant d'ici, nous allons partir comme ça, bleu.
n'a rien retenu. Les gestionnaires de ce secteur-là sont ici. Nous allons le faire partir. Ils ne reviendront plus ici. Parce que la loi, excusez-moi, honorable président, nous appartiendra. Ils seront avec quelques membres des commissions seulement. Les autres députés ne les attendront plus sur ce secteur-là. Je dis, avec tout le respect que je... Honorable Abdallah, si vous voulez que le vice-premier ministre fasse un commentaire sur ce qui a été dit, et le ministre d'État de la Justice, moi ça ne me dérange pas. C'est ça, c'est l'exigence. Et là, nous allons violer la procédure. Vous voulez les entendre alors que vous serez en commission. Ils viendront en commission. Il me dit là, à voix basse que non, c'était seulement pour vous déranger. Je suis d'accord avec vous. C'est ce qu'il vient de me dire là. Donc nous allons... J'ai suivi. C'est qui parle là-bas très bien là? Nos honorables députés, chers collègues, nous remercions encore une fois Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, de la décentralisation, sécurité et affaires coutumières, le ministre d'État de la Justice et garde des Sceaux, pour la synthèse, au mieux l'économie de leurs textes respectifs qui nous ont présentés ce jour en plénière. L'Assemblée nationale, Monsieur le vice-premier ministre, Monsieur le ministre d'État, a jugé vos deux textes recevables et seront en commission, PAJ. Rendez-vous disponible pour que vous puissiez éclairer la lanterne des députés de la PAJ et d'autres qui vont se joindre à cette commission pour approfondir ces deux textes très importants. Maintenant, au niveau de la commission, cette commission, compte tenu du temps qui nous reste, dispose de 5 jours. Pour là? Non, c'est vice-ministre de l'Intérieur. Je crois que la loi de la programmation, ici c'est le ministre de l'Intérieur ou de la... Ah oui, d'accord. Ok. Le rapporteur me dit que la loi du vice-premier ministre de l'Intérieur sera envoyée à la commission défense et sécurité et celle du ministre d'État à la commission PAJ. Les deux bureaux-là sont informés et les députés en même temps que les bureaux pour y prendre part pour ceux qui veulent soulever d'autres questions. Monsieur le vice-premier ministre, Monsieur le ministre d'État, au nom de l'Assemblée nationale, nous vous remercions pour les éclaircissements fournis au cours de votre synthèse, vos synthèses respectives à l'auguste Assemblée. Sur ce, nous vous prions, avec vos collaborateurs respectifs, de prendre congé de l'Assemblée nationale. Honorables députés et chers collègues, nous en avons ainsi terminé avec notre ordre du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre participation active aux travaux. Le micro ne sort pas. Aux travaux de l'Assemblée nationale. La séance est levée.